Dans un village comme St. Mary Mead, une tasse ébréchée peut parfois contenir bien plus qu'un simple thé. Des silences, des rancunes, ou une vérité que nul n'ose nommer. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Lorsque Miss Marple trouva l'enveloppe crème posée sur le guéridon de son entrée, elle pensa d'abord à une erreur. L'écriture était appliquée, un peu raide, avec cette exactitude propre aux femmes âgées qui n'ont jamais adopté les stylos à billes. Le nom, cependant, ne laissait guère de doute. Jane Marple. St. Mary Mead. Elle ouvrit la lettre avec précaution. La plume avait tracé des mots polis, mais dénués de chaleur. « Chère Miss Marple, je serai ravi de vous recevoir pour le thé, ce vendredi à 16 heures. Il y a longtemps que nous ne nous sommes vus. Bien à vous. Elvire Boscott. » Elvire Boscott. Ce nom évoquait à Miss Marple des souvenirs de promenades en bordure de Bath, des jupes de tweed impeccables, un rire sec, et surtout, ce besoin constant d'avoir le dernier mot dans toute conversation, même anodine. Elle n'avait pas revu Elvire depuis des années, et l'invitation tombait comme une soucoupe sans tasse. Décalée, presque incongrue. Pourquoi maintenant? Et pourquoi ce ton neutre, presque distant? Miss Marple n'avait jamais apprécié les visites improvisées. Mais celle-ci n'était ni totalement impromptue, ni tout à fait ordinaire. Quelque chose dans la formulation, une rigidité à peine voilée, éveilla en elle une légère inquiétude. Elle rangea la lettre dans sa boîte à ouvrage, là où elle conservait les messages à surveiller, et posa la bouilloire sur le feu. Un thé chez Madame Boscott méritait réflexion. Et une paire de gants impeccables. La propriété des Boscott se dressait toujours au bout du chemin creux bordé de buissons taillés en boule. La haie était un peu moins disciplinée qu'autrefois, mais les géraniums du perron résistaient vaillamment à l'humidité de fin d'été. Miss Marple monta les 3 marches de pierre en s'appuyant légèrement sur sa canne, le regard attentif. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Une jeune femme brune, mince, au visage fermé mais poli, lui fit signe d'entrer. « Vous êtes Miss Marple, je suppose. Je suis Sylvia. Tante Elvire vous attend dans le petit salon. » Le petit salon n'avait rien de petit. Un espace lumineux, garni de meubles bas en merisier, de coussins brodés et de vases remplis de fleurs fraîches, trop fraîches. Un parfum de lys et de lavande flottait dans l'air, un peu trop fort pour être naturel. Tout semblait prêt pour impressionner, ou masquer. Miss Marple, habituée aux compositions florales sincères, nota aussitôt l'effet voulu. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère, son sourire lisse, mais ses yeux ne souriaient pas. Sur la table basse trônait un service à thé en porcelaine anglaise, à motif de pivoine, dont toutes les pièces étaient assorties, sauf une. Une tasse, en bout de plateau, portait une fêlure discrète, presque effacée, mais visible pour un œil attentif. Miss Marple n'eut pas besoin de froncer les sourcils pour noter ce détail. « Vous n'avez pas changé, Jane », lança Elvire d'un ton affecté, en ajustant son col amidonné. « Toujours aussi vive, je parie. » Miss Marple sourit avec cette discrétion qui la caractérisait. Elle savait que lorsque les compliments arrivent trop tôt dans une conversation, ils sont rarement sincères. « L'âge vous apprend surtout à écouter, » répondit-elle doucement. « C'est un plaisir de vous revoir, Elvire. » Sylvia, assise près de la fenêtre, feuilletait distraitement un magazine sans en lire une ligne. Son regard, pourtant, glissait par instants vers sa tante, comme si elle attendait un signal ou craignait une remarque. La conversation s'engagea sur des banalités, le temps, les travaux à l'église, les nouvelles de Bath. Mais sous ces échanges superficiels, Miss Marple sentit poindre une tension diffuse. Sylvia s'efforçait d'être présente sans s'impliquer. Elle opinait, mais n'ajoutait rien. Elvire, de son côté, semblait en représentation constante, appuyant ses mots, corrigeant ses phrases comme si un témoin invisible évaluait chaque syllabe. Miss Marple fit mine d'observer les rideaux, mais elle écoutait les silences. Ce n'était pas de l'hostilité, non, mais quelque chose de plus subtil. Une forme de déséquilibre installée, comme une commode à 3 pieds. Lorsqu'un sujet plus personnel fut abordé, les projets de Sylvia,
La jeune femme haussa les épaules. Je ne sais pas encore. Je cherche. J'attends, peut-être. Elle est très indécise, soupira Elvire. Et puis avec l'héritage de son père qui s'est envolé, un silence s'abattit comme une nappe trop lourde. Sylvia baissa les yeux. Miss Marple effleura du doigt la coudoir de sa chaise, en repérant un détail que personne n'avait mentionné. Sur la table, la tasse fêlée était placée face à Sylvia. « Sylvia, veux-tu bien servir le thé ?» demanda Elvire d'un ton qui n'admettait pas de refus. La jeune femme se leva sans un mot et entreprit la tâche avec lenteur, presque à contre-cœur. Miss Marple observait. Le plateau était impeccable, le thé encore chaud. Et pourtant quelque chose clochait. Sylvia versa les premières tasses, distribua les soucoupes, mais hésita une fraction de seconde devant la tasse fêlée. Ce fut Elvire qui la saisit finalement et la plaça devant elle. « Pas besoin d'être difficile », lança-t-elle presque sèchement. Sylvia ne répondit pas. Lorsqu'elle arriva à Miss Marple, elle lui offrit une tasse parfaite, qu'elle tint 2 secondes de plus que nécessaire. « Du sucre? Du lait ?»« Juste une goutte de lait, merci. » La tension, loin de se dissiper, semblait épaissir avec l'arôme du thé. Sylvia s'assit sans prendre de tasse pour elle-même. Elvire lui lança un regard réprobateur. « Tu ne prends pas de thé aujourd'hui ?»« Non, je préfère m'abstenir. » Le ton était neutre, mais Miss Marple nota un frémissement dans sa voix. Elle croisa les bras, souriant paisiblement. Mais son esprit reliait déjà les fils. La tasse fêlée, l'absence de thé pour Sylvia, le regard d'Elvire. Il n'y avait pas eu de conflit ouvert, rien de spectaculaire. Mais dans cette chorégraphie silencieuse, les gestes parlaient plus que les mots. Une tasse n'est qu'une tasse, songea Miss Marple. Mais celle qu'on refuse en dit parfois plus long que celle qu'on boit. Le thé terminé, Miss Marple prit poliment congé, remerciant Elvire pour son hospitalité avec cette retenue mesurée qu'elle maîtrisait à la perfection. La porte se referma doucement derrière elle, et elle descendit les marches de pierre avec précaution. La lumière avait changé. Un voile gris s'était étendu sur le ciel, et les rosiers semblaient plus tristes, comme s'ils savaient quelque chose. Miss Marple ne pressa pas le pas. Elle aimait réfléchir en marchant. Quelque chose n'allait pas dans cette maison. Ce n'était pas le thé, ni même la conversation. C'était un déséquilibre plus profond. Un grain de sable dans la mécanique huilée des apparences. Sylvia avait refusé le thé. Sa tasse habituelle avait changé de main. Elvire jouait un rôle trop bien appris, et surtout, rien n'avait été dit sur le pourquoi de cette invitation soudaine. Miss Marple se revit, adolescente, dans une maison voisine, où une vieille tante acariâtre avait un jour modifié son testament sans prévenir. 3 semaines plus tard, elle était morte d'un arrêt cardiaque, au cours d'un thé du dimanche. Ce n'était qu'un souvenir, bien sûr, mais les motifs se répètent. Toujours. Elle s'arrêta pour remettre son gant, observant distraitement un camélia fané tombé au pied. Déséquilibre, dans les maisons bien tenues, annonce rarement quelque chose de bon. Assise dans un fauteuil d'osier trop grand pour elle, Sylvia fixait le jardin comme si elle y cherchait une issue. Dehors, les haies étaient encore vertes, mais les premières feuilles jaunies jonchaient déjà le chemin de gravier. Le vent faisait frémir les rideaux, et un merle éparpillait bruyamment les pétales fanés au pied du banc de pierre. Miss Marple, qui tricotait en silence, jeta un regard discret vers la jeune femme. Ce n'était pas de la rêverie, non. Sylvia ne rêvait pas, elle attendait. Ou plutôt, elle retenait quelque chose, une parole, un geste, une vérité trop lourde pour éclater dans ce salon feutré. « Ce jardin est bien entretenu », fit remarquer Miss Marple d'une voix douce. « Il me rappelle celui des Hardcastle, à Upper Radstone. Leur nièce, Audrey, passait des heures à y marcher dès qu'elle avait une décision difficile à prendre. » Sylvia sursauta à peine, mais son cou se raidit. « C'est tante Elvire qui s'en occupe, » dit-elle en souriant. « Elle aime que tout soit à sa place. » Miss Marple hocha la tête. Un jardin bien ordonné, comme une maison bien tenue, peut être une manière de cacher ce qui se désagrège à l'intérieur. Et Sylvia, malgré sa contenance, semblait avoir bien du mal à dissimuler la pression qui montait.
Ce n'était pas le silence de l'indifférence, mais celui de l'attente. Et l'attente, dans les maisons anciennes, est rarement chose anodine. Le plateau de thé, encore en place sur la petite table basse, attirait l'œil de Miss Marple. Les tasses avaient été vidées, les cuillères soigneusement replacées, mais un détail dissonant accrochait son attention. Le sucrier. Il n'était pas à sa place habituelle, entre la théière et le pot à lait, mais légèrement en retrait, à l'angle du plateau, comme s'il avait été déplacé en hâte ou intentionnellement. Elle connaissait ces petits gestes, ces ajustements qui ne trompent pas. Dans les maisons bien ordonnées, rien n'est laissé au hasard, surtout pas un sucrier en porcelaine de famille. Il représentait, à lui seul, une forme de constance rassurante. Le déplacer, c'était rompre un rituel établi, et cela, pour Miss Marple, signifiait quelque chose. Sylvia, debout non loin, observait les roses fanées dans le vase, évitant soigneusement de croiser son regard. « Vous aimez le sucre dans votre thé, Miss Marple ?» demanda-t-elle presque distraitement. « Un demi-morceau, depuis toujours, » répondit-elle en souriant. « Je trouve que 2, c'est trop, et rien du tout, un peu triste. » Sylvia ne réagit pas, mais Miss Marple remarqua que le sucrier contenait exactement 2 morceaux de moins que la veille. Et pourtant, personne, lors du thé précédent, ne semblait en avoir pris 2. La main qui avait déplacé ce sucrier n'était pas maladroite, elle était calculée. Et dans cette maison, où l'on maîtrisait les apparences avec soin, ce genre de détail n'arrivait jamais par hasard. « Jane, » fit soudain Elvire d'un ton faussement léger, « avez-vous jamais pensé à ce qu'il adviendrait de vos affaires après votre départ ?» Miss Marple posa ses aiguilles, feignant l'amusement. « Oh, je n'ai que peu de choses de valeur, vous savez. Un tricotin ancien, quelques lettres d'un colonel oublié, et des souvenirs sans intérêt pour la plupart des gens. Mais il me semble qu'on devrait régler ces choses en vie, si l'on veut éviter les disputes entre ceux qui restent. » Elvire hocha lentement la tête. « Justement. J'ai mis de l'ordre dans mes affaires récemment. Une femme seule doit prévoir. N'est-ce pas, Sylvia ?» La jeune femme leva les yeux. Elle sourit, mais ce sourire ressemblait à celui qu'on apprend dans les pensionnats. Poli, silencieux, mais dénué de conviction. « Bien sûr, tante, c'est sage. » Miss Marple sentit, sous l'échange apparemment anodin, la vibration d'une corde trop tendue. Elvire, en prononçant ces mots, cherchait quelque chose. Une confirmation, une provocation peut-être. Sylvia, de son côté, semblait sur la défensive, comme si elle connaissait déjà les décisions prises, mais refusait d'en discuter. Il y a des maisons où les héritages planent comme une odeur de cire ancienne. Omniprésents, imprégnés dans les tapis et les rideaux, sans qu'on les nomme jamais à voix haute. Et dans ce salon, le testament d'Elvire devenait une silhouette invisible, mais dominante. « Vous avez fait appel à un notaire ?» demanda Miss Marple innocemment. « Évidemment, » répondit Elvire avec hauteur. « Tout est légal, bien entendu. » Mais le regard de Sylvia, lui, se perdit un instant dans le vide. Et ce regard en disait long sur ce qui, peut-être, n'était pas dit dans les papiers officiels. La pluie avait commencé à tomber doucement, martelant les vitres d'un rythme égal. Sylvia, assise de nouveau près de la fenêtre, tenait sa tasse de thé avec une telle délicatesse qu'on aurait dit un objet sacré. Ses doigts fins suivaient le bord émaillé, comme s'ils traçaient des pensées invisibles. « Ce service vient de Chine », acquiesça, sans interrompre son observation. « Il est raffiné, et fragile sans doute, comme les souvenirs d'enfance. » Sylvia eut un léger sourire. « Ou comme certains secrets de famille. » Cette phrase, lancée avec nonchalance, suspendit le temps dans le salon. Elvire, qui arrangeait des papiers sur le secrétaire, releva la tête mais ne dit rien. Un éclair au loin donna à la pièce une lueur presque irréelle, et le tic-tac de l'horloge reprit tout son poids. Miss Marple se pencha pour reposer sa tasse. Les secrets ne se cassent pas toujours comme la porcelaine, vous savez. Parfois ils s'érodent, comme les vieilles pierres sous la pluie. Sylvia se tourna vers elle. Et parfois ils explosent. Ce n'était pas une menace, ni même un avertissement. C'était une simple constatation. Une vérité posée comme une carte retournée trop tôt dans une partie encore en cours. Miss Marple sentit que cette tasse tenue avec tant d'élégance n'était peut-être qu'un bouclier.
et que derrière la porcelaine se dessinait déjà l'ombre d'une tragédie. Le samedi matin, la glycine qui courait sur le porche d'entrée ondulait doucement sous un vent léger, comme pour saluer les arrivants d'un week-end qui promettait davantage de sourires que de repos. Miss Marple, en visite prolongée chez une cousine voisine, avait obtenu, grâce à un jardinier loquace, un aperçu des mouvements à la maison des Boscott. 3 invités étaient attendus, mais ce fut Antoine qui arriva le premier. Vêtu d'un manteau beige trop ample pour sa silhouette nerveuse, il portait une valise rigide et un carton à dessin. Son regard était celui d'un homme à la fois distrait et calculateur. Il embrassa froidement Sylvia, puis serra la main d'Elvire avec une affection mécanique. Mademoiselle Rister suivit peu après. Une silhouette droite, coiffée d'un chignon sévère, chaussée de souliers trop plats, traînant une valise modeste mais soigneusement fermée. Elle salua avec une révérence discrète, que peu de jeunes gouvernantes pratiquaient encore. Elvire l'accueillit sans effusion, mais non sans satisfaction. Enfin, le pasteur Brierley fit son entrée avec une valise cabossée et un parapluie noué de ficelles. Son air légèrement confus, mêlé à une politesse hors d'âge, lui donnait une allure à la fois touchante et déplacée. Dans la maison, les portes claquaient un peu plus que d'habitude. Les bruits de pas se multipliaient. Rien de spectaculaire, non. Mais une agitation souterraine que seuls les esprits attentifs pouvaient détecter. Et Miss Marple, elle, écoutait déjà cette musique intérieure. Il fut convenu qu'Antoine occuperait la chambre bleue, celle qui donnait sur les cyprès. Dès son arrivée, il réclama un coin tranquille où installer ses pinceaux. Elvire lui indiqua le petit atelier vitré à l'arrière, autrefois utilisé pour le repassage. Le lendemain matin, Miss Marple, prétextant une promenade matinale, se retrouva à longer le mur du jardin côté nord. Par une ouverture dissimulée par les lauriers, elle aperçut Antoine, debout devant son chevalet, le menton levé, les doigts tachés d'ocre. Il ne peignait ni paysage ni portrait. Sur la toile, Miss Marple distingua nettement une série de tasses de thé, toutes vides, posées sur des nappes différentes. Pas de mains, pas de visage. Juste des récipients isolés, dépourvus de chaleur humaine. Un choix original, commenta-t-elle lorsqu'elle fut invitée à entrer. Antoine haussa les épaules. Le thé est une convention, dit-il. On l'utilise pour accueillir, tromper, retenir, dissimuler. C'est un objet social plus qu'une boisson. Miss Marple sourit doucement. Il y a du vrai, mais une tasse vide parle parfois davantage que celle qu'on a remplie à contre-cœur. Antoine ne répondit pas. Il essuya son pinceau et changea brusquement de sujet. « Vous aimez le bleu cobalt? Je l'utilise toujours pour les ombres. » Il parlait d'ombre, mais la sienne à lui s'étendait bien au-delà de ses toiles. Pourquoi peindre des tasses sans les gens qui les tiennent? Était-ce une manie artistique ou une façon d'effacer les visages, de fuir les liens? Miss Marple s'interrogea. Dans son expérience, les artistes révélaient souvent, malgré eux, ce qu'ils n'osaient pas dire. Et parfois, une tasse vide révélait une absence bien plus lourde qu'on ne voulait l'admettre. Mademoiselle Rister, une femme d'une 50aine d'années, s'était installée sans bruit dans l'atmosphère feutrée de la maison. Elle ne posait pas de questions, ne donnait pas son avis, mais savait toujours où se trouvait chaque chose. C'était une qualité précieuse pour Elvire Boscott, qui appréciait l'ordre autant que le silence. Miss Marple, qui connaissait ce genre de gouvernante aussi bien que ses propres tricots, reconnut aussitôt un tempérament rigide derrière les manières parfaites. Lors du thé du dimanche, mademoiselle Rister se tenait droite, ne touchant ni tasse ni biscuit, les mains croisées sur ses genoux comme une enfant bien dressée. « Vous n'avez pas faim ?» demanda poliment Sylvia. « Je préfère ne rien prendre. Le thé m'agite, » répondit-elle doucement. Une gouvernante qui ne partage pas le thé de ses employeurs, voilà qui ne cadre guère avec la tradition de dévotion silencieuse. Miss Marple observa les yeux de mademoiselle Rister, sombres, secs, presque sans clignement. Elle semblait voir sans regarder, noter sans commenter. Un miroir qui ne renvoie pas toujours le reflet qu'on attend. Dans le couloir, sa valise restait fermée, mais toujours visible, comme un rappel discret de sa position précaire dans cette maison qu'elle connaissait pourtant de longue date. Et cette valise, curieusement, n'était pas la sienne. C'était une valise ancienne,
marquée des initiales d'une autre époque. Ce genre de détail, dans le monde bien rangé des gouvernantes, mérite toujours une attention particulière. Le pasteur Brierley, homme doux à la voix tremblante, occupait la petite chambre au fond du couloir, celle où l'on logeait autrefois les jeunes filles de passage. Il avait remercié Elvire à plusieurs reprises pour son accueil, puis s'était mis à feuilleter la Bible posée sur la table de nuit, édition ancienne, reliée cuir. Mais lors du petit déjeuner du dimanche, une confusion apparut. « Vous avez dû être surpris par mon invitation, cher pasteur, » dit Elvire avec une politesse distante. Le visage du révérend prit une teinte incertaine. « Votre invitation? Oh, eh bien, oui. C'est-à-dire, je croyais avoir été convié par mademoiselle Sylvia. » Sylvia releva la tête, surprise. « Moi? Mais je n'ai rien écrit. »« Peut-être ai-je mal compris, » murmura le pasteur. « Un mot laissé par un garçon de course, il y a quelques jours. Je pensais... » Il s'interrompit, visiblement gêné. Le silence qui suivit fut d'une densité étrange. Elvire resserra sa robe de chambre sur ses épaules, comme pour se prémunir d'un froid soudain. Miss Marple, qui remuait distraitement son thé, ne dit rien. Mais elle nota l'incongruité. Un homme aussi modeste que le pasteur n'aurait pas inventé pareille chose. Et un mot, glissé dans une boîte aux lettres par une main anonyme, suffisait parfois à faire tomber un pion sur l'échiquier. Pourquoi faire venir un pasteur? Et pourquoi cette chambre précise, celle qui n'avait plus été utilisée depuis des années? Dans cette maison, les invitations n'étaient peut-être pas toutes signées, mais chacune semblait avoir été soigneusement planifiée. Le marché du samedi matin battait son plein sur la petite place de Sainte-Anne-du-Bois. Les légumes brillaient sous la rosée, les fromages exhalaient leur arôme tiède, et les conversations flottaient comme de légers rubans dans l'air automnal. Miss Marple, panier au brin, discutait avec Madame de la Cour, la marchande d'œufs, lorsqu'elle perçut un échange à mi-voix entre deux figures du village devant l'étal du boucher. Il paraît qu'Elvire avait écrit une nouvelle lettre, glissa l'une, en surveillant les tranches de rôti. Une lettre, pour changer son testament. Une lettre, reprit l'autre. On ne l'a jamais retrouvée, non? Justement. Elle aurait parlé d'un nouveau bénéficiaire. Une histoire de désaccord avec sa nièce. Miss Marple ne se mêla pas à la conversation, mais elle enregistra chaque mot. Une lettre testamentaire manquante. Voilà un détail qui, dans son expérience, pouvait déclencher une tempête sous des dehors les plus feutrés. Elle se souvint de cette histoire à Little Dithering, où un testament avait été griffonné au dos d'un programme d'opéra, puis brûlé par mégarde, du moins officiellement. Dans les affaires d'héritage, les papiers ont une fâcheuse tendance à disparaître au moment le plus opportun. Ce matin-là, elle ne prit que 2 œufs au lieu de 4. Son appétit avait cédé la place à un soupçon persistant. Une lettre disparue, ou peut-être jamais écrite. Mais dans les salons bien meublés comme celui d'Elvire, les absences en disent souvent plus long que les présences. Ce fut lors d'un déjeuner d'apparence ordinaire que Sylvia laissa échapper la remarque. Tante Elvire parlait souvent de remettre ses volontés à jour. Elle disait que certaines personnes n'avaient plus leur place dans le testament, ou que d'autres la méritaient davantage. La phrase, prononcée sur un ton distrait, tomba comme une cuillère dans une soupière vide. Personne ne releva immédiatement, mais Miss Marple, assise à côté du vieux secrétaire, nota que mademoiselle Rister resserrait sa serviette avec plus de vigueur que nécessaire. « Et vous savez si elle l'a fait ?» demanda calmement Miss Marple. Sylvia cligna des yeux. « Pardon ? » ?»« Ah, non. Enfin, je crois qu'elle en avait parlé à son notaire. Mais elle n'a rien signé, je pense. Ou peut-être qu'elle l'a fait. Elle était imprévisible parfois. Ce glissement d'incertitude, ce basculement entre le savoir et le croire, réveilla quelque chose en Miss Marple. À St. Mary Mead, les jeunes nièces trop renseignées sur les volontés testamentaires de leur tante finissaient souvent par se contredire à leur insu. « Vous n'avez jamais vu cette lettre ? » ?»« Non, je crois qu'elle voulait la montrer à quelqu'un. Peut-être au pasteur ?» Miss Marple ne répondit pas. Mais cette référence inattendue à l'homme d'église relança une piste enfouie. Le pasteur, invité maladroitement, ou trop volontairement, dans la maison, aurait-il été témoin de quelque chose? Un document non signé, ou un témoin non sollicité? L'un des deux mentait, ou les deux.
La chambre d'Elvire avait été laissée intacte, sur ordre de la famille. Mais comme souvent dans ces demeures où l'ordre prévaut sur le deuil, l'intact avait déjà subi quelques retouches discrètes. Miss Marple demanda poliment à y passer, sous prétexte de récupérer un ouvrage de crochet prêté par la défunte. Elle ne chercha pas d'indices spectaculaires. Elle savait que la vérité, dans ce genre de maison, se cache dans les détails. Une fenêtre entr'ouverte sans raison, un fauteuil déplacé de quelques centimètres ou une corbeille à papier qui n'a pas été vidée. C'est là qu'elle les vit. Des pétales de camélia. 3 ou 4, encore frais, froissés, pris dans un papier chiffonné. Miss Marple tendit la main, hésita, puis se ravisa. Elle n'avait pas besoin de lire. Elle comprenait. Un bouquet avait été défait, ou plutôt, un camélia avait été utilisé pour dissimuler quelque chose. Dans certaines maisons, les camélias étaient des fleurs silencieuses, trop parfaites pour être honnêtes. On les offrait rarement sans intention. Elle se pencha vers la corbeille. Il restait un petit coin de papier, à peine plus qu'un fragment. Pas de mots lisibles, mais une encre foncée, qui avait coulé sur le bord. Et un trait fin, une signature peut-être, ou un paraphe abandonné. Elle se redressa lentement. Il ne faisait plus aucun doute qu'un papier avait été détruit récemment. Reste à savoir si ce papier avait été important, ou si on avait voulu faire croire qu'il l'était. Un camélia dans une corbeille est un motif charmant dans un tableau. Mais dans une chambre de vieille dame décédée, c'est un signe. Et les signes, Miss Marple le savait, ne se déposent jamais au hasard. Ce fut mademoiselle Rister elle-même qui mentionna, avec une modestie trop bien calculée, qu'elle avait pris l'initiative de remettre un peu d'ordre dans la chambre. Madame Boscott était très attachée à ses affaires. Je me suis dit qu'elle aurait voulu que tout soit bien rangé. « Même la corbeille ?» demanda Miss Marple. La gouvernante parut décontenancée, juste une seconde. « La corbeille ? Ah, oui, j'allais la vider. Mais j'ai été interrompue. » Elle ne mentait pas vraiment. Mais elle éludait. Et chez certaines femmes de maison, l'omission est une forme supérieure de dissimulation. Miss Marple observa ses mains. Elles étaient soigneusement manucurées, mais la peau entre les doigts était rougie, signe d'un lavage récent et vigoureux. Comme si elle avait frotté quelque chose avec acharnement. « Vous connaissiez Madame Boscott depuis longtemps ?»« Depuis son veuvage. Elle disait que j'étais la seule à ne pas lui mentir. La phrase était jolie. Trop jolie. Dans les maisons de province, les gouvernantes sont souvent dépositaires d'une loyauté silencieuse. Mais parfois, cette loyauté devient un poison doux, un ressentiment déguisé en dévotion. Miss Marple l'avait vu tant de fois. Trop. Et dans le regard de mademoiselle Rister, elle crut voir, non pas de la tristesse, mais une forme de prudence. Une femme qui nettoie trop tôt une chambre, ou trop bien, n'efface pas toujours les traces. Elle en crée de nouvelles, plus propres, et plus suspectes. Assise chez elle, une tasse de thé fumante entre les mains, Miss Marple reprenait le fil des conversations et des silences. Une lettre avait-elle jamais existé? Ou bien avait-elle été inventée, suggérée, murmurée à voix basse pour semer la confusion? Après tout, dans les villages, comme dans les familles, il suffit parfois d'un mot non vérifié pour que les craintes se matérialisent. Un faux document, un vrai mobile, un témoin incertain et un camélia déplacé. Miss Marple posa sa tasse avec soin. Elle savait que les lettres disparues sont souvent plus puissantes que celles qu'on retrouve, et que certains mensonges, bien entretenus, finissent par avoir plus d'effet que la vérité. Mais qui avait intérêt à ce que cette lettre soit crue, ou détruite, et si l'absence elle-même était une mise en scène? La pendule du vestibule sonnait doucement 5 heures, et dans la maison des Boscott, le calme semblait presque excessif. Le genre de silence qui n'appartient pas à la paix, mais à l'arrêt brusque d'un mécanisme bien huilé. La lumière, tamisée par les rideaux tirés, caressait les fauteuils et les bibelots avec une lenteur étrange. C'est Justine, la domestique, qui pénétra dans le petit salon la première. Elle portait le plateau du thé du soir, qu'elle avait préparé comme toujours, sans en modifier l'ordre. 2 tasses, le sucrier, les biscuits aux amandes. Mais lorsqu'elle s'approcha du fauteuil habituel, son pas s'arrêta net.
Elvire Boscott était là, le buste affaissé, la tête légèrement penchée sur l'épaule gauche. Ses doigts, crispés sur la coudoir, avaient lâché une tasse de thé, brisée à ses pieds, là où quelques gouttes s'étaient mêlées aux éclats de porcelaine. Le cri de Justine résonna dans la maison comme un violon mal accordé. Sylvia, pâle mais digne, prit le bras de la gouvernante. Antoine regarda longuement la scène, puis détourna les yeux. Le pasteur murmura une prière. Mais Miss Marple, elle, ne dit rien. Elle s'approcha, observa la scène, puis recula d'un pas, comme pour mieux y voir. Une tasse brisée, un corps sans trace de lutte, un fauteuil trop bien aligné dans la pièce, et ce sentiment, persistant, que cette mort n'était pas seulement une fatalité, mais une mise en scène. Le docteur Avelin, un homme d'âge respectable, aux gestes mesurés et aux convictions médicales solides, arriva peu après, escorté par le jardinier. Il salua chacun avec gravité, puis s'agenouilla près du corps d'Elvire. Il prit le pouls, examina les yeux, posa quelques questions sur ses antécédents. Le verdict tomba rapidement, sans éclat ni émotion. Arrêt cardiaque. À son âge, et avec sa tension, cela n'a rien d'inhabituel. Sylvia hocha la tête sans un mot. Antoine haussa légèrement les épaules. Seule mademoiselle Rister sembla retenir son souffle une seconde de trop. « Elle avait bu son thé ?» demanda le docteur. « Il semble, » répondit Justine. « Mais la tasse est tombée. » Rien de suspect dans la boisson, l'odeur est normale. Miss Marple, jusque-là en retrait, fit doucement entendre sa voix. « Et savez-vous qui lui a servi le thé aujourd'hui ?» Un silence se fit. Puis mademoiselle Rister, raide comme une statue, déclara. « Je l'ai préparé, comme chaque jour, mais c'est Justine qui l'a apporté. »« Et la tasse ?» précisa Miss Marple. « Celle qu'elle préfère, » répondit Justine, un peu troublée. Mais Miss Marple savait déjà que ce n'était pas vrai. Et dans ce détail-là, précisément, quelque chose d'essentiel s'était dissimulé. En se penchant discrètement vers les débris éparpillés sur le tapis, Miss Marple reconnut aussitôt le motif. Des roses rouges sur fond ivoire, cerclées d'un liseré doré. Ce n'était pas la tasse d'Elvire. Elle le savait, pour l'avoir vue maintes fois utiliser celle à pivoine bleue, légèrement ébréchée sur le bord. Celle-ci appartenait à Sylvia. « Vous êtes sûr que c'était sa tasse ?» demanda-t-elle à Justine plus tard, à voix basse. La jeune femme hésita, baissa les yeux. « Je l'ai posée, sur le plateau. Mais c'est mademoiselle Sylvia qui les a rangés, tout à l'heure. Je n'ai pas vérifié. » Miss Marple hocha lentement la tête. Ce genre de substitution peut sembler anodin. Une tasse pour une autre, un simple détail. Mais dans les maisons où chaque objet a sa place, chaque tasse son histoire, ce n'est jamais sans importance. Elle se remémora la conversation du matin, le geste de Sylvia refusant le thé la veille. Cette hésitation, et cette tasse qu'elle ne prenait plus. Et voilà que cette même tasse, celle qu'elle évitait désormais, avait été utilisée et brisée dans les mains de la défunte. Une coïncidence ou un échange volontaire? Miss Marple connaissait trop bien l'art de brouiller les cartes par des gestes simples. Un sucrier déplacé, une lettre dissimulée, une tasse changée. Mais dans ce cas précis, l'objet échangé ne semblait pas cacher le mobile. Il révélait plutôt l'intention. Et peut-être l'erreur fatale. En fin d'après-midi, alors que la maison retombait dans une torpeur silencieuse et que les voix s'éteignaient peu à peu, Miss Marple retourna dans le petit salon, prétextant vouloir récupérer son tricot oublié. Le plateau de thé était toujours là, posé sur le guéridon. Rien d'étrange à première vue. 2 soucoupes, 2 cuillères, le sucrier presque plein. Mais en observant la nappe, elle nota une auréole à peine visible, une trace d'humidité sous l'une des soucoupes. Comme si une tasse y avait reposé un instant, avant d'être déplacée. Elle souleva délicatement l'objet. La nappe était encore fraîche. Le thé avait dû être versé là d'abord. Puis la tasse avait été retirée, remplacée par une autre. Elle se souvenait de son amie Ruth à Eastbourne, qui détestait boire dans la tasse préférée de son mari défunt,
non par douleur, mais par superstition. Elle la cachait toujours au fond du placard, jusqu'au jour où une nièce l'utilisa, pensant lui faire plaisir. Ce fut une scène inoubliable. Une tasse, dans certaines familles, devient un totem invisible. La changer, c'est perturber l'équilibre. Ici, quelqu'un avait manifestement échangé 2 tasses. Mais pourquoi? Et surtout, pour qui? De retour dans sa chambre, Miss Marple s'assit au bord du lit, songeuse. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, mais son esprit, lui, tournait à vive allure. La tasse brisée n'était pas celle d'Elvire, et la trace d'humidité prouvait qu'elle n'était pas prévue pour elle. Quelqu'un, quelque part entre la cuisine et le salon, avait modifié l'ordre du service. Et si Elvire n'avait pas été la cible? Si cette tasse, la préférée de Sylvia, avait été destinée à Sylvia elle-même? Dans ce cas, la victime aurait été celle qui a survécu. Un empoisonnement, un subterfuge, un accident, toutes les hypothèses avaient voulu qu'une certaine personne boive dans une certaine tasse. Mais le destin, ou l'imprudence, avait inversé les rôles. Et maintenant, il fallait comprendre qui avait commis l'erreur, et qui ne l'avait pas encore payée. L'arrivée de l'inspecteur Crandell ce lundi matin se fit sans fracas. Ni trop jeune, ni trop vieux, affublé d'un manteau bien brossé et d'un carnet tout neuf, il avait cette posture que les hommes de loi adoptent lorsqu'ils croient encore à la clarté du monde. Il salua tout le monde avec une rigueur polie, puis demanda à s'entretenir avec les membres de la maison, un à un, à commencer par ceux qui ont préparé ou servi le thé. Miss Marple l'observa avec une bienveillance distante. Elle connaissait ce type d'homme, logique, structuré, méthodique, très utile pour aligner les faits, moins pour lire ce qui se cache entre les phrases. Car ici, il ne s'agissait pas seulement d'empoisonnement ou de substitution, mais de fierté blessée, d'héritages invisibles, de gestes appris depuis l'enfance. Crandell questionna mademoiselle Rister avec fermeté, insista sur la préparation du plateau, nota scrupuleusement qu'elle avait nettoyé la chambre. Puis ce fut le tour de Justine, de Sylvia, d'Antoine. Il traça des lignes droites entre leurs mots, chercha la faille. Mais Miss Marple savait déjà qu'il cherchait au mauvais endroit. Il regardait les gens comme des suspects, pas comme des âmes. Et dans les maisons comme celle d'Elvire, où tout se dit à demi-mot, ce sont les silences qu'il faut savoir interroger. Le pasteur Brierley fut convoqué en fin de matinée. Il arrive légèrement essoufflé, son chapeau encore à la main, le regard embarrassé. Crandell, assis derrière une table dans la bibliothèque, lui indiqua une chaise. « Vous avez été présent dans la maison durant le week-end, n'est-ce pas? »« Oui, oui, bien sûr. Et avez-vous entendu parler d'une lettre écrite par Madame Boscott concernant un changement de testament ?» Le pasteur hésita. Il passa une main sur sa tempe, regarda ses chaussures. « Il me semble qu'elle en avait parlé, oui. Peut-être m'a-t-elle montré un document. Je n'en suis plus certain. Vous l'avez vu, ce document? Oui ou non? Je crois, oui. Ou peut-être n'était-ce qu'un projet, ou bien une simple mention. » Le lendemain, cependant, lorsque Crandell tenta de confirmer son témoignage, le pasteur se rétracta. Il parla de fatigue, de confusion, de malentendus possibles. « À mon âge, les souvenirs se déplacent, » dit-il d'une voix humble. Peut-être ai-je mal interprété ce qu'elle disait. Miss Marple, présente dans l'ombre, ne fut pas surprise. Elle connaissait cette forme particulière de mensonge, celui qu'on se raconte à soi-même pour ne pas troubler l'ordre des choses. Mais un homme aussi scrupuleux que le pasteur ne bafouille pas sur des détails, sauf s'il a peur d'avoir su quelque chose qu'il aurait dû ignorer. Miss Marple ne parle guère durant les premiers entretiens. Elle préférait les marges au centre, les silences aux déclarations. Mais ce soir-là, alors que tout le monde était réuni autour d'un feu discret dans le grand salon, elle se décida à intervenir. « Cela me rappelle une histoire, » dit-elle paisiblement. « C'était à Sainte-Marie Mead, il y a fort longtemps. Une enfant bien élevée, nommée Clarissa, toujours docile, toujours discrète. Elle refusait toujours les biscuits, par principe, je crois, jusqu'au jour où elle en a pris un, en silence, pendant le thé. Sylvia leva les yeux, intriguée. Et alors? Alors tout le monde la félicitait. Elle devenait enfin normale, disait-on. Mais ce jour-là,
on découvrit qu'un petit billet avait disparu du secrétaire de son oncle. Elle avait distrait l'attention de tous, juste assez pour glisser ce qu'elle voulait dans sa poche. Un silence suivit. Miss Marple reprit son tricot, comme si elle avait raconté une anecdote sans importance. « Ce n'est pas la rupture d'une habitude qui trahit, » reprit-elle, « mais le moment précis où elles se rompt. » Elle savait que certains dans cette pièce avaient aussi leur biscuit préféré, ou leur manie. Une tasse qu'on refuse toujours, jusqu'au jour où on l'accepte. Un sucre qu'on ajoute sans raison. Une lettre qu'on prétend n'avoir jamais vue. L'innocence, à ses yeux, ne résidait pas dans les mots, mais dans la logique des gestes. Et ici, cette logique était faussée. Quelqu'un comme Clarissa avait commis un geste de trop. Le lendemain, l'inspecteur Crandell réunit de nouveau les occupants de la maison pour éclaircir les faits autour du thé fatal. Il demande à chacun de retracer, à l'heure près, ses allées et venues. Mademoiselle Rister affirma qu'elle avait dressé le plateau comme à son habitude, puis laissé Justine le porter. « Et vous n'avez pas changé les tasses » demanda Crandell. « Non, » répondit-elle. « Je n'ai pas touché au service ce jour-là. » Mais Justine, plus tard, déclara qu'elle avait trouvé les tasses déjà alignées. Pas comme d'habitude, mais joliment présentées. Antoine, lui, déclara ne pas avoir vu le plateau du tout, ce qui étonna Miss Marple. Il avait traversé le petit salon peu de temps avant que Justine n'entre. Sylvia, enfin, se montra évasive. « J'ai pris un appel, puis je suis montée dans ma chambre. Et vous n'êtes pas repassé dans le salon ? Peut-être, un instant. » Miss Marple notait chaque mot, chaque flottement. Les contradictions ne portaient pas sur des faits essentiels, du moins en apparence, mais sur les moments creux, les petites choses. Qui a déplacé un sucrier? Qui a refermé une porte? Qui a reposé une tasse? Et dans ces détails, elle entendait déjà la vérité murmurée. L'inspecteur Crandell, fort de ses certitudes, se déclara convaincu que la gouvernante avait agi seule. Elle avait accès au service de thé, connaissait les habitudes d'Elvire et aurait pu échanger les tasses sans éveiller de soupçons. Mais Miss Marple, en silence, observait Sylvia. Une chose la troublait encore, le sucrier. Il avait été déplacé, intentionnellement. Or, seule Sylvia semblait savoir que sa tante aimait 2 morceaux, tandis qu'elle-même n'en prenait jamais. Pourtant, ce jour-là, 2 morceaux manquaient. Ce n'était pas un oubli, c'était un message, ou une erreur. Et dans le monde des bonnes manières, une erreur de sucre est parfois plus révélatrice qu'un mot de trop. Le petit salon, ce matin-là, baignait dans une lumière douce et délavée. La pluie avait cessé, mais l'humidité s'accrochait aux vitres comme un souvenir. Miss Marple s'y trouvait seule, prétextant un moment de repos. En vérité, elle inspectait. Elle marcha lentement entre les fauteuils, les yeux fixés non sur les objets, mais sur leurs emplacements. La chaise où Sylvia s'asseyait d'ordinaire était repoussée d'un angle étrange. Le tapis, près de la fenêtre, portait encore la trace d'un talon. Le guéridon avait été légèrement tourné, assez pour changer l'angle du plateau de thé. Elle ferma les yeux un instant. Revoir la scène, c'était comme reprendre un tricot oublié, retrouver les nœuds, les fils croisés, les boucles qu'on n'avait pas vues la première fois. Qui était entré dans la pièce en premier? Qui avait parlé? Qui avait posé la première tasse? Et surtout, qui s'était abstenu? Dans sa mémoire, un détail surnagea. Sylvia, toujours si attentive, n'avait rien bu. Antoine avait semblé distrait, presque trop absent pour être indifférent. Et mademoiselle Rister, silencieuse comme une statue, avait disparu quelques minutes, sans explication. Miss Marple se rassit au bord du canapé, les mains croisées. Quelque chose avait bougé, là où rien ne devait jamais changer. Et dans les maisons bien tenues, ce genre de déplacement, si minime soit-il, est souvent le signal d'un drame soigneusement maquillé. Miss Marple retourna dans la cuisine, où le sucrier reposait, ouvert, sur le coin du buffet. Elle plongea lentement la petite cuillère dans le sucre, le remua sans but réel. Puis elle compta. Il manquait 2 morceaux, et cela, en soi, n'aurait rien eu d'étonnant, si ce n'était que Sylvia, comme chacun le savait, buvait son thé sans sucre. Antoine n'en prenait qu'un. Elvire, elle, exigeait toujours 2, bien tassés. Et pourtant,
La tasse renversée n'était pas la sienne. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Ce détail, domestique en apparence, devenait soudain révélateur. Car on peut intervertir les tasses, manipuler les objets, mais le sucre, lui, obéit à l'habitude. Et cette habitude, profondément ancrée, trahit celui qui tente de la simuler. Quelqu'un a sucré la tasse destinée à Sylvia, pensa-t-elle. 2 morceaux. Un empoisonnement, peut-être. Mais alors, pourquoi ne pas s'assurer que la bonne personne la boive? À moins que la cible n'ait changé au dernier instant. Elle se rappela les paroles d'une amie à Chipping Cleghorn, qui disait toujours « Ce n'est jamais la tasse qu'on vous tend qui tue, c'est celle que vous choisissez malgré vous. » Et si, justement, quelqu'un avait choisi pour une autre? Antoine passait de longues heures à errer dans la maison, comme s'il cherchait un motif, un rythme oublié. Ce jour-là, Miss Marple le trouva dans le petit couloir qui menait à l'ancienne salle de couture, devant un tableau. Il s'agissait d'une nature morte, assez classique, représentant une nappe brodée, une théière et une tasse posée au bord d'un guéridon. « Vous regardez ce tableau depuis un bon moment, » dit-elle doucement. « Il m'intrigue, » répondit-il sans se retourner. « Je l'ai toujours connu ici, mais je ne l'avais jamais vraiment observé. Vous peignez, n'est-ce pas? Des objets, des fragments, des tasses de thé souvent. » Miss Marple sourit intérieurement. « Les tasses disent beaucoup, vous savez, surtout celles qui sont vides. » Antoine hocha lentement la tête. « Cette maison m'oppresse, tout y est figé. On y boit du thé pour éviter de parler. » Elle laissa passer un silence. « Et pourtant vous n'avez rien demandé, ni sur le testament, ni sur l'héritage. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, murmura-t-il. Ce que je veux, c'est ce tableau. Il appartenait à ma mère. Il a été échangé contre une copie, je le sais. C'est le seul objet qui m'importe. » Miss Marple commençait à préparer sa valise. D'un pas rapide mais méthodique, elle allait et venait dans la chambre d'amis, pliant des vêtements, rassemblant ses affaires de toilette. Mademoiselle Rister, qui passait dans le couloir, lui lança un regard sans commentaire. Miss Marple, depuis le jardin, l'aperçut par la fenêtre. Il y avait dans ses gestes une forme de fébrilité silencieuse, une hâte contenue. Non celle d'un départ planifié, mais d'une fuite précipitée. Plus tard, Miss Marple la croisa dans le vestibule. « Vous partez déjà, ma chère? J'ai besoin d'air. Et puis, il n'y a plus rien qui me retienne ici. Même pas un notaire ?» Sylvia rougit légèrement. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais Miss Marple n'avait encore rien dit. « On part rarement pour fuir un lieu, » fit-elle remarquer doucement. « On part pour éviter ce qu'on risquerait d'y entendre. » Sylvia baissa les yeux. Elle serrait une écharpe dans ses mains, machinalement. « Je ne voulais pas que cela arrive. » « Que quoi arrive? Rien. » Mais dans ce rien résidait toute la panique d'une femme qui sait que la vérité n'a plus besoin d'être dite. Elle s'approche seule, comme un train sans frein. Et Sylvia, malgré sa jeunesse et ses manières, semblait en être terrifiée. Assise dans le petit salon, face au plateau vide, Miss Marple reprenait le fil des événements. Elle ferma les yeux. Et si tout n'était qu'une mise en scène? Une tasse déplacée, du sucre versé à contre-habitude, une présence retirée au bon moment. Et si l'on l'avait voulu faire croire à un empoisonnement? Non pour tuer, mais pour effrayer, manipuler, détourner, mettre la pression sur quelqu'un. Un crime sans poison, mais avec l'ombre du poison. Un meurtre de théâtre, avec accessoires, mais sans substance. Dans certains cas, se dit-elle, le plus grand mensonge n'est pas celui qu'on cache, c'est celui qu'on laisse croire. Et la tasse renversée ce jour-là n'avait peut-être contenu que du thé, mais elle débordait de symboles. L'atmosphère dans le salon avait quelque chose de figé, comme une vieille photographie que le temps aurait jaunie. Tous étaient là, comme l'avait demandé Miss Marple, assis ou debout, retenus par une tension sourde, indéfinissable. Même l'horloge, d'ordinaire si ponctuelle, semblait hésiter à marquer les secondes. Antoine, appuyé contre la cheminée, triturait un bouton de manchette. Sylvia, les mains croisées sur les genoux, évitait les regards.
Mademoiselle Rister, droite comme une pique, gardait les lèvres pincées, presque effacées dans sa robe grise. L'inspecteur Crandell, légèrement à l'écart, avait accepté de se taire, fait rare et peut-être révélateur. Miss Marple, paisible, s'assit avec son tricot sur les genoux. Elle ne regardait personne en particulier, mais semblait percevoir tout. « J'aimerais, dit-elle, que nous reprenions ensemble le thé. » Un silence, puis un souffle à peine audible. Personne ne savait si elle parlait du souvenir ou d'un acte à venir. « Il y a des gestes que l'on répète par habitude, » reprit-elle. « Des gestes si familiers qu'ils deviennent invisibles. C'est dans ces gestes pourtant que la vérité se cache. » Son regard s'arrêta sur le plateau à thé, posé comme toujours sur le guéridon, entre le fauteuil d'Elvire et la petite table d'appoint. Et c'est là que, dans le silence tendu de ce salon, chacun comprit que l'heure du thé ne serait plus jamais la même. Miss Marple se leva doucement, comme si elle voulait rappeler à tous une scène oubliée, banale en apparence, mais désormais capitale. Elvire préférait la tasse bleue, n'est-ce pas? Celle avec le liseré d'or. Elle disait que le rebord était plus fin, plus agréable à ses lèvres. Un hochement de tête général confirma. L'habitude, oui, bien ancrée. Antoine, vous preniez la tasse blanche, avec la petite anse. Elle vous échappait toujours des doigts. Un léger sourire, vite effacé. Sylvia, vous aviez celle à motif de rose. Ébréchée mais que vous aimiez. Par habitude. Et par souvenir. Sylvia ne répondit pas, mais ses doigts tremblèrent à peine. Et la gouvernante s'effaçait toujours sauf pour servir. Miss Marple s'approcha du sucrier. 2 morceaux pour Elvire, 1 pour Antoine, aucun pour Sylvia. Elle leva les yeux vers le groupe. Ce jour-là pourtant 2 morceaux ont disparu, et ce n'est pas Elvire qui les a pris. Un frisson parcourut l'air. Une tasse, un sucre, un geste. Si l'on change l'ordre, on crée le chaos, ou la mort. Elle se rassit sans un mot de plus, laissant l'image s'installer. Celle d'une tasse ébréchée, d'un sucre inutile, et d'un poison versé dans l'eau. Madame Rister. Vous connaissiez les préférences de chacun. Vous aviez servi le thé pendant des années, avec un soin irréprochable. Vous saviez où chacun s'asseyait, quelle tasse était la leur, comment ils prenaient leur boisson, et surtout, qui ne mettait jamais de sucre. La gouvernante restait droite, mais son regard se perdit un instant vers la fenêtre. Ce jour-là, vous avez agi avec la précision d'une femme blessée, pas avec celle d'une meurtrière née. Vous avez mis 2 morceaux dans la tasse à Rose, croyant qu'elle irait à Sylvia, parce que d'ordinaire, c'était sa tasse. Miss Marple se tourna vers Sylvia. Mais ce jour-là, Elvire avait changé de place. Le fauteuil lui faisait mal au dos. Elle a pris la place de Sylvia. Et donc, sa tasse. Un murmure presque inaudible parcourut le salon. Vous avez agi non par cupidité, mais par désespoir. Vous veniez d'apprendre que le testament avait été modifié. Qu'Elvire, à qui vous aviez tout donné de votre jeunesse, ne vous laissait plus rien. Antoine ouvrit la bouche puis la referma. Et pourtant, malgré toute votre colère, vous n'avez pas pu la regarder mourir. Vous avez quitté le salon, quelques minutes. Vous êtes revenu quand il était trop tard. Ou, pour faire croire qu'il était trop tard. Miss Marple laissa retomber ses mains sur ses genoux. Vous avez voulu tuer Sylvia, et vous avez tué Elvire. Ce n'était pas prémédité. C'était une vengeance confuse, née d'une blessure trop ancienne. Et la tasse, silencieuse, avait parlé à sa place. « C'est faux », murmura mademoiselle Rister. Mais sa voix manquait de conviction, et ses mains, si souvent posées bien à plat sur sa robe, tremblaient légèrement. « Vous ne pouvez pas savoir. Ce ne sont que des suppositions. » Miss Marple resta silencieuse. L'émotion, comme un parfum de lavande fanée, flottait désormais dans la pièce. « Elle m'avait promis, » continua la gouvernante, d'un ton plus fort, « promis que je resterais, que cette maison serait aussi la mienne. » Elle ravala un sanglot. « J'ai entendu parler du Nouveau Testament par hasard, 2 jours avant sa mort. Elle ne m'avait rien dit, rien. » Ces mots venaient en vagues courtes, saccadées. La dignité s'effritait.
Le masque craquait. Elle a dit que je n'étais qu'une employée, après tant d'années, après avoir veillé sur elle jour et nuit. Quand elle pleurait la nuit, c'était moi qui étais là, pas sa nièce, pas ce neveu prétentieux. Antoine détourna les yeux, et ce jour-là, j'ai mis le sucre. 2 morceaux, parce que je voulais qu'elle le boive, elle. Mais le destin, ce jour-là, avait emprunté une autre tasse. Miss Marple murmura, presque pour elle-même. Il n'y a rien de plus dangereux que les gestes automatiques. Lorsqu'un cœur est brisé. La tasse à rose, c'était celle de Sylvia. Toujours. Mademoiselle Rister parlait presque dans le vide, les yeux fixés sur un point du tapis. Je n'ai pas regardé qui l'avait prise. Je croyais savoir. J'étais certaine. Elle serra les mains contre sa poitrine, comme pour retenir quelque chose qui débordait. Mais Elvire avait changé. Ce matin-là. Elle avait dit qu'elle avait mal au dos, que le fauteuil de Sylvia était plus moelleux. Elle s'y est installée et a pris sa tasse. La tasse à rose. Son regard se releva lentement vers Miss Marple. Si j'avais su, je n'aurais rien fait, jamais. Mais le sucre, les 2 morceaux, fondus dans le silence de l'après-midi, avaient déjà accompli leur œuvre. Elle a bu à petites gorgées. Elle a dit que le thé avait un goût amer. Et puis, elle a fermé les yeux. Un silence s'installa. Cette fois, personne ne le brisa. Miss Marple se leva. « Ce n'est pas la haine qui tue, dit-elle doucement. C'est la douleur, mal comprise. Le geste mal placé. Le moment mal choisi. Et parfois, conclut-elle en quittant la pièce, la vérité se glisse dans une tasse ébréchée. La brume du soir descendait doucement sur Sainte. Mary Mead, effleurant les rosiers encore perlés de pluie. Dans sa petite maison, Miss Marple versait l'eau frémissante dans une théière brune au reflet d'ambre, usée par les années mais toujours fidèle. Elle avait choisi un thé léger, légèrement fleuri, celui qu'elle réservait aux fins d'enquête, non pas par superstition, mais parce qu'il facilitait la réflexion. Les gestes étaient lents, méthodiques. 2 cuillerées de thé, pas une de plus. Elle remuait avec une régularité qui n'appartenait qu'à elle. La fenêtre était entr'ouverte sur le jardin. Le parfum des roses anciennes flottait, mêlé à celui de la terre mouillée. Une mésange sautillait sur la barrière en bois, insouciante. Miss Marple s'installa dans son fauteuil, tasse en main, face au jardin. Le crépuscule jetait une lumière douce sur les plates-bandes, et l'on entendait au loin le cliquetis d'un arrosoir abandonné. Elle respira profondément. Rien ne semblait avoir changé. Et pourtant, une femme était morte. Une autre avait tué. Et tout cela, parce qu'une tasse n'était pas à sa place. Elle but une gorgée, le regard fixé sur le rosier grimpant qu'Elvire lui avait offert un printemps lointain. Reine des neiges, disait l'étiquette. Une tricotait un châle en laine grège pour la petite Margaret, la nièce de son amie Florence. Le motif était simple, répétitif, presque méditatif. Un point en droit, un point en vert, murmura-t-elle. Et avec chaque maille, elle repassait les souvenirs récents. Les regards évités, les silences trop longs, les gestes machinalement reproduits, comme autant de boucles que l'on serre autour d'un secret. Dans les villages comme Sainte, Mary Mead, expliquait-elle souvent, les gens se protègent avec des rituels. L'heure du thé, la promenade au cimetière, le rangement des napperons. Des gestes qui donnent une illusion de permanence, une coquille protectrice. Mais les coquilles craquent. Elvire avait ses habitudes et son orgueil. Madame Rister, sa loyauté blessée. Sylvia, ses silences. Antoine, son indifférence étudiée. Tous, en vérité, portaient en eux des blessures anciennes, recouvertes de routines trop bien polies. Le châle avançait, ligne après ligne. Une irrégularité dans le fil attira son attention. Une petite imperfection, à peine visible, comme celle d'un cœur qui s'était fêlé sans faire de bruit. Elle posa les aiguilles et regarda à nouveau par la fenêtre. Le jardin s'assombrissait. Et dans ce crépuscule tranquille, elle sut qu'aucun tricot, aussi parfait fût-il, ne suffisait à retenir ce que le cœur ne voulait plus contenir. La tasse à rose, le sucre disparu, la lettre jamais retrouvée. Miss Marple revoyait tout cela, non comme des objets,
mais comme des témoins discrets. Elle avait toujours cru que les choses, laissées à elles-mêmes, racontaient des vérités. Mais elle savait aussi qu'il fallait un œil attentif, une mémoire juste, et surtout un instinct formé par les années, et par l'humanité. La tasse ne criait pas, elle attendait. Le sucre ne mentait pas, il fondait. La lettre, si elle avait existé, était partie en silence, peut-être brûlée par une main tremblante, peut-être jetée dans la corbeille, avec les pétales fanés. Les objets, en somme, n'agissent pas. Ils sont les prolongements d'intentions humaines. Et pourtant, c'est souvent grâce à eux que le vrai visage d'un acte se révèle. Parce qu'un être humain ment. Une porcelaine, jamais. Miss Marple porta à ses lèvres la dernière gorgée de thé. Elle était tiède, un peu fade. Mais la vérité, elle, restait chaude, vibrante. Miss Marple versa une dernière goutte de lait dans sa tasse, observant la manière dont le blanc se mêlait lentement à l'ambre. Elle y voyait une image parfaite de la réalité, deux vérités qui s'entremêlent, jusqu'à ne plus pouvoir les distinguer. Tout le monde avait vu la tasse à rose. Tout le monde avait entendu Elvire râler sur son fauteuil. Tout le monde avait noté l'absence de sucre, ou plutôt, avait cru la noter. Mais personne n'avait vraiment regardé. Parce que voir vraiment exige de suspendre ses habitudes. Et cela, bien peu le font. Les objets, songea Miss Marple, ne mentent jamais. Mais les gens, eux, les transforment. Une tasse devient un piège. Une lettre devient une menace. Une chanson devient un adieu. Ce ne sont pas les objets qui trompent, mais les intentions. Silence, si familier à qui sait écouter. Miss Marple sourit doucement. Car même les secrets les mieux enfouis finissent toujours par germer, quand le jardin est bien entretenu. Et ainsi, dans le silence feutré d'un jardin anglais, les gestes quotidiens reprennent leur place. Le tricot, le thé, les rosiers sous la pluie. Mais rien n'est tout à fait comme avant, car chaque tasse déplacée, chaque mot tue, laisse une trace dans les esprits attentifs. Peut-on vraiment se tromper sur ceux que l'on croit connaître depuis toujours? Et vous, auriez-vous vu ce que Miss Marple a vu? Dites-le moi en commentaire. Et si ce mystère vous a plu, pensez à liker, partager ou vous abonner pour d'autres énigmes tout aussi troublantes.